Bonjour à tous, merci d'être fidèles à La Voix est libre. À 23 jours du premier tour des élections municipales, France 3 Rhône-Alpes poursuit son tour d'horizon des villes en jeu. Au programme ce matin, Valence. Exceptionnellement, 4 invités sur ce plateau. Je vous les présente dans un instant, bien sûr. 4 invités et un débat qui va se prolonger jusqu'à midi 17. Il n'y aura pas, comme d'habitude, de débriefing des confrères de la presse locale. Valence, donc, ce matin. On présente souvent la ville comme la porte du Midi. C'est le chef-lieu du département de la Drôme. Valence compte un peu plus de 63 000 habitants, selon les derniers chiffres 2011 de l'INSEE, authentifiés et publiés le mois dernier. Le taux de chômage atteignait au troisième trimestre 2013 les 10,5% de la population active. C'est à peu près la moyenne nationale. En ce qui concerne le revenu fiscal moyen par habitant, il était de 1 680 € par mois en 2011, dernier chiffre disponible. Là encore, cela correspond à peu près à la moyenne de notre pays. Politiquement, Valence a connu des alternances gauche-droite, droite-gauche régulières, mais qui ne se sont pas produites à chaque élection municipale. En 2008, les socialistes alliés aux écologistes ont repris la ville après avoir été gouvernée par la droite pendant 13 ans. Elle-même avait succédé à la gauche, qui est restée à la tête de Valence durant 3 mandats. Venons-en à mes invités. Bonjour à vous 4. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté de débattre publiquement et de débattre dans un esprit républicain. Alain Maurice, vous êtes le maire sortant socialiste de la ville. Bonjour à vous. Bonjour. Nicolas Daragon, tête de liste UMP, UDI et chef de file de l'opposition. Bonjour. Bonjour. Patrick Royanet, vous êtes adjoint au maire, chargé de la santé et tête de liste Europe Écologie Les Verts. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et enfin Richard Fritz, vous conduisez la liste du Front National Rassemblement Bleu Marine. Bonjour à vous. Bonjour. Alors avant de débattre, on va écouter ce que nous ont dit quelques Valentinois que Olivier Denoyel et moi-même avons rencontré mardi dernier dans le centre-ville, exactement dans la rue Victor Hugo et sur les grands boulevards. Valence, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce n'est pas un sondage, mais un humble micro-trottoir. J'aime bien les boulevards avec les jolis immeubles, le parc Jouvet. Les commerçants sont très aimables, je trouve, il y a un minimum de civilité. Ça sera une ville étudiante, j'imagine beaucoup chargée en histoire aussi. On n'est pas très loin de Lyon, pas très loin de Grenoble, pas très loin de la mer et de la montagne. Il y a tout ce qu'il faut dans le centre par les bus. Voilà, je n'ai pas les permis de conduire et par le bus, on arrive à accès à tout. C'est une ville qui est très cosmopolitaine, donc il y a plein de cultures différentes. C'est une ville qui est animée, c'est une ville de taille moyenne où on vit bien en fait. Je n'ose pas sortir le soir pour aller au cinéma ou au théâtre, comme tout le monde. L'insécurité, parce que ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais je trouve qu'il y a des personnes quelquefois qui se font agresser. Pas assez de communication sur ce que la ville elle propose, quoi. Il manque peut-être un peu au point de vue sortie, pour les personnes de troisième âge. Voilà, tout est un peu trop éloigné. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien voir changer sur Valence, c'est un peu plus de dynamisme. Quand je dis dynamisme, ce serait peut-être avoir un club de sport qui pourrait attirer beaucoup de monde. Plus de concerts, peut-être une vraie salle de concert, voilà, une ville qui bouge plus. Alain Maurice, vous êtes le maire sortant. Réaction et puis assortie d'une question. Valence, pour vous, c'est quoi ? Valence, c'est d'abord la ville de naissance de mes 2 enfants. Et je suis vraiment fier, avec l'équipe que j'ai conduite au cours de ce mandat, d'avoir fait de cette ville la ville UNICEF, la ville amie des enfants, en consacrant le premier budget pour l'éducation, l'école, la jeunesse. Mais Valence, c'est aussi les portes sud Rhône-Alpes, vous l'avez dit. Depuis le début du mandat, j'ai impulsé cette dynamique. On a créé cette agglomération qui a permis de faire profiter à la ville d'un développement économique, d'un développement des transports en commun, et qui aujourd'hui, de l'avis de tous les candidats, est une chance pour Valence, puisque ça va nous permettre de stabiliser la fiscalité, de pouvoir mutualiser nos moyens et de pouvoir développer des projets structurants. Et j'allais finir, Valence est une ville agréable à taille humaine. Elle s'est dotée de tous les atouts d'une grande, avec des équipements de qualité. Et je crois que cela est important pour cette ville et pour son développement à venir. Nicolas Daragon, Valence, réaction après ce micro-trottoir. Et puis Valence, pour vous, c'est quoi ? Valence, c'est d'abord la ville dans laquelle je suis né, dans laquelle je travaille, dans laquelle je vis, j'habite, à laquelle je suis le plus attaché.
Et puis après, on peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Alors le verre à moitié vide, c'est effectivement l'insécurité qui a progressé, le taux de chômage qui a progressé, le cadre de vie qui s'est dégradé, la démographie, on a perdu plus de 2000 habitants dans les 5 dernières années. Ou le verre à moitié plein, le dynamisme d'un certain nombre de nos acteurs locaux. Je pense aux commerçants qui se battent, qui se défendent. Je pense aux étudiants qui font vivre la ville. Je pense au tissu de petites entreprises dans la zone franche qui se défendent face à une crise féroce. Et puis c'est aussi une ville qui ne défend pas assez ses atouts naturels. Son positionnement géographique est une vraie chance. Donc objectif pour demain, baisser la fiscalité, encourager le développement économique et faire de Valence une ville plus sûre. Eh bien, je vois que chacun profite de ce temps de parole que je vous laisse au départ pour déjà annoncer la couleur de ce débat. Patrick Royanet, réaction après ce micro-trottoir, et puis Valence, votre Valence. Oui, alors beaucoup aiment Valence parce que par la proximité justement, proximité de la mer, proximité de la montagne, on est près de Lyon, on est près d'Avignon, on est près de Grenoble. Moi, je voudrais que Valence, on l'aime pour elle-même. C'est-à-dire que l'on puisse apprécier ses qualités tant urbaines qu'environnementales, apprécier aussi son approche culturelle qui est renforcée à l'heure actuelle et que l'on veut renforcer encore. Alors bien sûr, on a vu le taux de chômage reste important comme sur toute la France. On voit aussi qu'on a tout de même des difficultés par rapport à l'emploi encore et on doit renforcer le travail sur l'emploi. Mais ce Valence, il est plein d'espoir. Et pour moi, l'écologie politique est une possibilité de modernité importante pour cette ville. Richard Fritz, réaction après ce micro-trottoir. Et puis, je vous soumets la même question pour tout le monde. Valence, pour vous, c'est quoi ? Alors Valence, pour moi, c'est une ville d'accueil, puisque je ne suis valentinois que depuis 20 ans, mais j'y ai passé la dernière partie de ma vie active comme responsable de communication d'une grande banque. C'est une ville que je trouve très agréable, qui a un passé historique assez important. En revanche, sur le témoignage, là, moi, il y a 2 choses qui me frappent, essentiellement, qui sont négatives, hélas. La chose positive, c'est le dynamisme. C'est vrai qu'il y a un certain dynamisme à Valence. Mais il y a 2 choses très négatives. D'abord, on ne parle jamais d'identité de Valence. Valence n'a aucune identité et les Valentinois ne se reconnaissent dans rien. Et puis, il y a cet aspect qu'a souligné, entre autres, Nicolas d'Aragon, qui est que tout ce que les gens disent là, sur le plan négatif, c'est la sécurité, quoi. Sécurité qui est souvent, d'ailleurs, autant la peur. Une dame qui dit qu'il lui est jamais rien arrivé de négatif, mais elle dit autour de moi, oui, je vois, quoi. Donc l'insécurité, c'est aussi une perception. Alors on va en parler dans un instant de la sécurité. Je voulais commencer par un dossier très valentinois, qui va aussi vous intéresser. Il concerne un quartier qui s'appelle le quartier de l'Épervière. Il est situé au sud de Valence. Alors on y trouvait bien sûr le port de plaisance fluviale, qui est le plus grand de France, mais aussi un terrain d'une douzaine d'hectares avec un hôtel, un camping, un centre d'affaires, un ensemble qui vivote depuis un certain nombre d'années. En tout cas, c'est une belle opportunité pour la ville. Et cela a été aussi également une sacrée prise de tête lors du dernier conseil municipal, et notamment sur votre projet, Alain Mauriste, qui consiste à céder finalement le terrain pour un nouveau projet de redynamisation sur une durée de 50 ans. Ah non, on ne cède pas. Le terrain reste propriété de la ville. Donc, je voudrais rappeler que d'abord, l'activité économique du tourisme représente 30% dans la Drôme. Et nous voulons faire de cette ville une ville touristique. Nous voulons le faire par le Palais des Congrès, nous voulons le faire par l'arrêt des escales touristiques sur le Rhône, et tout ça un tout cohérent. Et aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un site qui était, en 2006, sous la précédente municipalité, géré par un groupe privé qui s'appelait Vacanciel, et qui est parti, et pas de repreneur. Et lorsque je suis arrivé aux responsabilités avec l'équipe, eh bien, ce site se dégradait, nous étions dans une période de crise. La commission de sécurité de l'année dernière m'a demandé de le fermer. 13 salariés, 13 familles qui vivent sur ce site. Je n'ai pas voulu fermer. Et nous avons lancé un appel à projet pour retrouver des investisseurs, pour reprendre, comme le faisait Vacanciel, l'équipement qui est le camping, l'hôtel, le centre d'affaires, tout simplement. Et vous savez aussi que nous perdons 200 000 € de déficit par an sur ce site. Donc, c'est plus d'1 million d'euros que les contribuables valentinois ont déjà payé. Et nous venons de trouver, ça fait avec cet appel à projet, un collectif d'investisseurs. Ils vont investir 15 à 20 millions d'euros pour réhabiliter cet hôtel, faire un village de vacances autour de ce camping, et puis avoir un centre de remise en forme. On nous dit qu'ils n'ont pas les reins solides. Ils vont faire appel simplement à l'emprunt à hauteur de 2 millions. La ville n'aura à garantir qu'1 million d'euros sur cet emprunt. C'est bien normal, on reste propriétaire.
Les salariés, je me suis engagé à tous les reclasser et 80 emplois vont être créés. Donc aujourd'hui, oui, je suis le maire de Valence. Et j'ai des responsabilités. Je ne pouvais pas laisser partir cette opportunité. Alors visiblement, ce que vous présentez comme une bonne affaire pour la ville, en tout cas, cette opinion n'est pas partagée par un certain nombre de groupes politiques. Je voudrais finir quand même la présentation très rapidement. Nous aurons, après les municipales, après le renouvellement, 2 occasions. Le conseil municipal qui sera réélu, 2 occasions de valider ou pas ce projet. Une fois par une délibération sur l'aménagement total du site et sur le montage financier pour la garantie des emprunts. Donc on ne peut pas dire que c'est un hold-up, c'est une prise de responsabilité. Je n'ai pas parlé de hold-up. Personnel, je lance moi les thématiques. Ensuite, à vous de vous exprimer. Nicolas Daragon, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord, évidemment, avec cette analyse. En effet, nous n'avons vraiment pas la même analyse. L'analyse que nous faisons, c'est que il est fou de privatiser ce qui est le patrimoine commun des Valentinois, le poumon vert auquel ils sont totalement attachés. Tous les Valentinois aiment aller se balader sur le site de l'Épervière. Tous les Valentinois attendent en effet depuis plusieurs décennies que ce site soit aménagé dignement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On donne un bail amphithéotique de 50 ans à une petite société qui est chargée de l'aménager. On évoque dans la délibération 15 à 20 millions d'euros de travaux qui seraient garantis par la ville. Un investisseur privé qui se fait garantir ses investissements par la ville, donc la ville prend des risques. Et en plus de quoi, on ne garantit pas la nature des travaux qui seront faits. Et pour finir, on va donc privatiser ce site de l'entrée nord du pont qui est au nord jusqu'au port de l'Épervière, sur lequel les Valentinois ne pourront plus aller librement. Nous, notre projet est très clair, il faut débarrasser l'emprise de tous les équipements qui sont sur ce site, hormis le centre d'affaires qui doit rester un restaurant, un centre de congrès, une brasserie, pourquoi pas, et privé, aménager des espaces naturels et sportifs de loisirs pour tous les Valentinois, et pourquoi pas un plan d'eau naturel comme celui qu'on connaît à Combloux, qui permettra même de se baigner. Il faut rendre ces espaces aux Valentinois, surtout pas les en privé. Récroyané, vous avez aussi exprimé au sein du conseil municipal, alors que vous êtes dans la majorité, vous étiez en tout cas jusqu'à présent dans la majorité municipale, votre opposition par rapport à cette proposition. Alors rassurez-vous, je suis toujours dans la majorité, mais dans une majorité, nous faisons des alliances. Donc les alliances, ça veut dire qu'on peut avoir des accords et puis aussi des désaccords à des moments, et ça c'est un désaccord acté. Puisque pour nous, la vision, c'est de dire c'est effectivement un patrimoine très fort pour les Valentinois. Donc nous tenons à ce que la réflexion soit sur un temps long. Pour nous, on estime que cette décision elle est un peu précipitée, surtout à un mois des élections municipales. Et l'idée, c'est de se dire prenons du temps, travaillons avec les Valentinois, réfléchissons avec eux, parce que ce lieu, effectivement, c'est un lien très fort des Valentinois avec le Rhône. Moi, j'étais dimanche, me promenais le long du Rhône, il faisait beau, je suis allé à l'Épervière, il y avait un monde fou. Tous les Valentinois ont eu l'habitude, enfants, d'aller se promener, faire du vélo, se balader dans ce coin-là. Et je crois qu'on ne peut pas privatiser totalement le lieu pour les Valentinois. Et c'est pour ça que j'invitais Alain Maurice à prendre du temps, à réfléchir sur ce dossier et à travailler avec les Valentinois. Du reste, moi, je suggère, j'ai fait une lettre au préfet, une lettre ouverte au préfet. Il a répondu à cette lettre en disant « Nous allons donner une réponse d'ici le 21 avril », ce qui est une période d'attente et qui nous permet de réfléchir. Mais au-delà, je voudrais lancer une pétition auprès des Valentinois pour avoir leur avis, savoir ce qu'ils pensent de ce lieu. Alors Richard Fried, je vais vous faire réagir et on va élargir parce que vous ne participez pas au conseil municipal. Je voudrais juste, avant que vous interveniez, juste une réponse rapide à ce qui est dit, très rapide, Monsieur Maurice, s'il vous plaît, sur la privatisation du site qui est au cœur du débat. La privatisation, gratuité également, l'accès à ce site. Mais vous de quoi pas d'accord ? parlons-nous ? C'est absolument faux. La privatisation n'est pas à l'ordre du jour. Il y a aujourd'hui un camping, un hôtel et un centre d'affaires. C'est ces équipements-là. Le reste sera ouvert au public pour la balade, pour les loisirs. Et donc, moi aussi, je suis allé me balader dimanche dernier sur les bords de l'Épervière. On a fait le véloroute du Léman-la-Mer. Ça continuera. Les gens continueront. Mais aujourd'hui, il est de notre responsabilité. On perd 200 000 euros par an. Nous avons trouvé un collectif d'investisseurs. Ce n'est pas qu'un investisseur, c'est un collectif d'investisseurs qui ont les reins solides. C'est pas ce qui est écrit dans la délibération. Si, tout à fait. Et aujourd'hui, lorsque vous annoncez que la ville se portera garante de 20 millions d'euros... C'est le débat qu'on a eu en conseil municipal. Oui, mais il est tronqué puisque la délibération n'est pas venue et je vous dis que la garantie d'emprunt ne sera pas plus... Dans la délibération, c'est ce qui est écrit et on parle bien de l'ensemble des terrains sur l'Épervière. Puisque la délibération viendra, donc il n'y a pas de garantie d'emprunt à ce niveau-là. J'ai lancé en disant que c'était une belle opportunité pour la ville, en tout cas ce terrain-là. Il y en a d'autres. Pour vous,
Pour relancer, on va dire, l'activité ou pour la prolonger, pour donner du dynamisme ou en redonner à la ville, quelle proposition majeure vous faites pour la ville de Valence ? Je voudrais juste faire une toute petite réponse, enfin ma position quand même concernant les pervières. D'abord, je trouve que ça sent la précipitation, parce que quand même depuis 2006, ce problème est d'actualité. Alors il n'y avait peut-être pas nécessité d'agir rapidement comme ça au dernier conseil municipal. Ça, c'est un point de vue. Je n'étais pas partie prenante, donc je le dis. Ça fait 3 ans que nous travaillons sur le sujet. Bon. Première chose. Deuxième chose, je trouve qu'il y a un manque de discernement des élus, ou alors de l'angélisme, je ne sais pas, sur le soi-disant site patrimonial de l'Épervière. Parce que le site de l'Épervière, c'est deux niveaux très différents. En fait, quand vous parlez de site patrimonial, vous parlez du port. Et vous parlez de la voie piétonne qui longe le Rhône. Mais vous ne parlez pas de l'environnement qu'il y avait autour de l'ancien vacanciel, qui était fréquenté que par des prostituées. Il faut quand même le savoir. Donc, je veux dire, il ne faut pas être dans l'angélisme. Alors, moi, ce que je mets en cause sur ce projet, pour conclure, puisque je n'ai pas pu participer au débat, c'est que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la prise en compte de cette entreprise qui a un capital de 7 500 €. Alors là, je veux dire, quelle fiabilité pour l'avenir. C'est un collectif d'investisseurs, il y a un groupe derrière, je peux vous assurer que ce n'est pas le capital de l'entreprise qui va faire le projet. C'est pas ce qui est dans la délibération. Mais non, voilà. Mais la délibération après si nous n'avons pas d'information légère, oui, donc c'est un peu dommage. Le dossier, ça fait 3 ans. Messieurs, je voudrais qu'on referme cette parenthèse très locale sur l'Épervière, mais qui est un site dont la notoriété, malgré tout, est connue bien au-delà des frontières de la ville. Alors je voudrais qu'on aborde la question de l'emploi, redynamisation. Quelle est, votre proposition pour justement relancer encore une fois ou prolonger le dynamisme de la ville ? Alors ça rejoint mon premier commentaire sur le micro-trottoir là. C'est que ce qui est flagrant, pour moi qui n'ai que 25 ans de présence à Valence, comparativement à d'autres villes, j'ai fréquenté beaucoup d'autres villes en France, c'est le manque d'identité de Valence. Et moi j'estime qu'il faut affirmer une identité à Valence comme capitale des Côtes-du-Rhône septentrionales. C'est vraiment au cœur des Côtes-du-Rhône septentrionales. Il y a Avignon, par exemple, est reconnue comme la capitale des Côtes-du-Rhône méridionales. C'est pas Tain-l'Hermitage. Tain-l'Hermitage, c'est la capitale de l'Hermitage. Mais il y a du vignoble de l'autre côté, dans l'Ardèche, et je pense que le no-tourisme, qui est ce qui se développe aujourd'hui le plus, et avec de la valeur ajoutée, énorme valeur ajoutée, Valence a le potentiel d'accepter de l'onotourisme en termes de capacité hôtelière, en termes de restaurants, en termes de... Bon. Donc c'est en fait Valence, capitale des Côtes-du-Rhône septentrionales, et basée, si je puis dire, une partie en tout cas de développement économique autour de cette idée-là. Ça rejoint un peu, en tout cas, je ne sais pas qui rejoint qui, en tout cas, oui, ça c'est à vous de le dire, en tout cas, une idée que vous avez aussi également sur faire de Valence une cité des vins et de la gastronomie. Oui, mais c'est pas tout. Enfin, je crois que nos concitoyens qui nous regardent aujourd'hui souffrent de l'augmentation forte du chômage à Valence, comme sur tout le territoire national. Donc, c'est pas la seule réponse qui doit être apportée. La première des réponses, c'est dire que le maire est le premier VRP du territoire. C'est à lui d'aller vendre la commune à l'extérieur de la ville pour dire aux chefs d'entreprise, à Valence, il y a du foncier disponible, il y a du foncier accessible, la main-d'œuvre n'est pas très chère parce que le logement n'est pas très cher, on se déplace facilement, on est dans le sillon alpin, dans le sillon rhodanien, on peut aller chercher des entreprises en région parisienne, et là-dessus on a loupé un certain nombre d'opportunités. Amazon est allé s'installer à Montélimar, ACS Xerox s'est installé à Guilherand-Grange, et nous, pas de grosses installations d'entreprises à Valence ces dernières années. On a donc du travail pour convaincre les entreprises à venir s'installer. Et puis du travail envers nos concitoyens qui recherchent un emploi. Monsieur Maurice a supprimé la cellule emploi en 2008, qui recevait les demandeurs d'emploi et qui les aidait à trouver un poste lorsqu'ils étaient en difficulté. Elle est allée s'installer à Guilherand-Grange, cette cellule emploi. Elle a trouvé 507 postes en 6 ans. Faites la translation avec Valence, ça ferait plus de 3000 postes, 3000 personnes qui auraient été mises en position de retravailler. Et puis pour finir sur le dynamisme économique d'une ville, je crois qu'il faut travailler aussi en lien étroit avec nos commerçants, qui souffrent beaucoup. Et travailler avec les commerçants, c'est apporter des réponses en termes de déplacement dans la ville et en termes de stationnement. Et sur ces sujets, nous avons de très bonnes propositions. Réaction à la Maurice. Depuis 2008, nous sommes en période de crise. Et nous avons, au niveau de l'emploi, d'abord développé une politique d'investissement fort. Lorsque nous équipons les écoles, lorsque nous avons un certain nombre d'équipements culturels que nous rénovons, c'est de l'emploi local que nous confortons.
45% en plus d'investissement que le mandat précédent. Deuxièmement, je suis heureux de voir que monsieur le conseiller municipal, qui est conseiller municipal depuis près de 18 ans sur Valence, s'occupe des zones... 19, merci. S'occupe des zones économiques. Mais lorsque je suis arrivé, il n'y avait plus de foncier disponible. Il n'y avait pas d'agglomération. Et donc, nous avons créé cette agglomération. Et donc, nous avons développé du foncier sur l'Auttagne et sur la Motte. Le Roi Merlin est arrivé en 2009 et je viens de signer... Un contrat qu'on avait signé en 2007. Non, pas du tout. Je viens de signer un premier contrat prévoyant une plateforme multimodale sur le site de la Motte, sur 15 hectares. Donc aujourd'hui, sur le mandat qui vient de s'achever, c'est à peu près, vous l'avez souligné d'ailleurs, les chiffres sont pas en augmentation, mais plutôt stabilisés en diminution. Nous avons des bases économiques qui sont plutôt dans une base dynamique. Donc ça veut dire que le territoire, avec cette agglomération apportée, 2500 emplois qui ont été créés sous ce mandat, net, privé, et un objectif de 4000 emplois privés pour le prochain mandat. Ce que je ne comprends pas, pardonnez-moi, c'est le taux de chômage passe de près de 8% en 2008 à près de 11% au premier trimestre de cette année. Et on a des créations d'emplois et pas de destruction. Il faut parler aussi des destructions d'emplois. Et bien le Il faut dire que la ville n'a pas toujours su accompagner les entreprises qui étaient en difficulté. Ce mandat. Patrick Royanet, comment relancer l'activité, comment créer de l'activité? On sait que le maire ne peut pas tout, on va aussi quand même les uns les autres. Là aussi, le maire n'a pas toutes les données, la région, l'État bien sûr, mais comment faire au niveau local pour créer de l'activité, encore plus d'activité? Oui, alors je rejoins Alain Maurice, on n'est pas resté les deux mains dans les poches pendant ce mandat, c'est tout à fait juste. Et la vision que nous avons, c'est de renforcer déjà la possibilité d'entrer de nouvelles entreprises innovantes. Et pour cela, une idée forte, c'est l'incubateur d'entreprise et l'hôtel d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur d'entreprise? C'est un lieu où on va aider des jeunes qui ont des idées innovantes à lancer de nouvelles activités, mais en les aidant avec les pairs, c'est-à-dire tous les partenaires qui existent au niveau de l'emploi, que ce soit la CCI, que ce soit les CGPME, que ce soit des comptables, des personnes qui peuvent les aider. Et on veut essayer de former, consolider des jeunes qui ont envie de lancer des entreprises. Et derrière, on veut aussi créer un hôtel d'entreprise. Un hôtel d'entreprise, c'est quoi? C'est des lieux d'accueil qui permettent à des jeunes de s'investir sur l'emploi, sur la ville, pour petit à petit construire leur entreprise. La condition sine qua non, c'est d'accepter, bien sûr, de rester sur Valence après et de créer de l'emploi. C'est une idée. Deuxième idée qui me semble importante, c'est la reprise par la ville de certains services. On l'a déjà fait pour l'eau, on l'a déjà fait pour les restaurants scolaires, on peut aussi le faire pour le transport, on peut le faire pour la crémation avec l'agglomération. Vous voyez, il y a pour les déchets aussi. Et tout ça, c'est de la création de l'emploi. Et plutôt que de donner de l'argent à des actionnaires, eh bien, on évite de prendre de l'argent sur le dos des Lantinois. Alors, il y a un autre thème que je voulais aborder avec vous. Ça passe vite, vous le voyez. On vous dit ça à chaque fois dans les émissions. Mais bon, on va aussi essayer d'aborder un autre thème qui fait débat dans la plupart de nos débats. Il concerne la fiscalité. Alors vous, Richard Fritz, vous promettez de baisser les impôts de 12%, donc les taux d'imposition si vous êtes élu. Et évidemment, forcément, la question, c'est quoi la solution miracle? Sur la mandature. Sur la mandature, sur la mandature, ça fait 2% par an. Ah, mais ça fait quand même 2% par an. Ouais. Absolument. Alors, il y a plusieurs solutions. Déjà, je trouve extraordinaire si on compare ce sens du spectacle de l'UMPS est extraordinaire. Alors, M. d'Aragon dit qu'il va baisser les frais de représentation et de communication. Mais quand on voit comment il fait sa campagne, on peut en douter. Et moi, je vais très nettement baisser ces frais de communication et de représentation. Ensuite, je pense que on ne parle pas beaucoup de l'agglo, là. L'agglo, pour moi, je suis contre cette grande agglo. Parce que j'ai une position idéologique du Front National. Voilà, j'ai une approche très localiste. J'ai une approche très localiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Valence et les Valentinois. Mais compte tenu du fait qu'il y a eu déjà plus 13 millions de dépensés pour du personnel dans l'agglo, il faudrait peut-être que ça s'accompagne d'une vraie mutualisation. Or, en fait, il n'y a pas de mutualisation, notamment des frais de fonctionnement. Alors, je vais distribuer la parole parce qu'il est 11h55 et il y a quand même le journal tout à l'heure et je voudrais quand même que chacun puisse s'exprimer sur ce thème-là. Nicolas d'Aragon, comment on fait?
Vous promettez, vous, plutôt une stabilisation, en tout cas, des impôts, voire une baisse aussi, vous en parlez également. Bien sûr. Comment on fait? Bien sûr. Alors qu'on est dans un contexte quand même difficile, les dotations de l'État sont en baisse depuis, et a priori ça va continuer. Comment on fait? Juste une petite réponse pour Monsieur Fritz qui nous parle en permanence de la communication. Lui, c'est son métier. En tout cas, sur Merci le de le showbiz, reconnaître. Monsieur Fritz, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on vous voit pas trop au bord des terrains de pétanque, dans les assemblées générales d'associations patriotiques, sportives. Simplement, on vous voit aujourd'hui. Peut-être que les Valentinois sont contents d'enfin mettre un visage sur le nom, parce qu'il y a des projecteurs. Nous, on y est sur le terrain, au Oui, oui, quotidien. ça s'appelle Donc, le la clientélisme. politique Ça showbiz, s'appelle le c'est pas clientélisme. notre façon de faire de la politique. Alors, comment on baisse la fiscalité? D'abord, il faut souligner que promesse avait été donnée de ne pas augmenter les impôts. Ils ont été augmentés lourdement depuis 2008. Et pourtant, il y avait des opportunités. J'en vois trois opportunités. La première, c'est la communauté d'agglomération qui doit permettre de mutualiser un certain nombre de charges. La deuxième, c'est aller rechercher des financements extérieurs. Sur le musée, la délibération de janvier 2008 que nous avions adoptée, nous étions encore en responsabilité, c'était 63% de cofinancement sur les 23 millions d'investissements. Donc quand on cherche, on trouve des financements. Et la troisième, c'est baisser les charges de fonctionnement de la ville de Valence. Effectivement, le train de vie, les frais généraux, revenir sur l'organisation générale de la mairie de Valence, qui a changé 17 fois d'organigramme en 6 ans, qui n'a même plus de DRH, qui a créé pour la seule année 2009, c'est la Chambre régionale des comptes, 133 postes. Nous devons revenir sur tous ces sujets, les analyser et revenir à la fiscalité que nous avions en 2008, baisser les impôts. Alors avant de vous laisser répondre, Alain Maurice, et on terminera avec vous cette première partie de l'émission, je voudrais écouter les propositions, en tout cas, et le regard porté sur la fiscalité par vous, Patrick Roynet, d'Europe Écologie Les Verts. Nous l'annonce, ce n'est pas de baisser les impôts de 2 ou 3%, ou de 5%, ou de 12%, comme le veut donc M. Fritz. Nous, l'idée, c'est de garder la stabilité, et je pense que c'est important, mais l'impôt, c'est pas une punition. L'impôt, c'est ce qui permet de vivre à une société et qui permet de vivre ensemble. Mais vous sentez dans l'opinion quand même un état d'exaspération, en tout cas, sur ces questions-là. Oui, mais si vous voulez, à l'heure actuelle, l'impôt, le stabiliser, c'est déjà important. Et en période de crise, il faut bien voir que l'impôt, c'est aussi une solidarité commune de l'ensemble des personnes. Donc, ce qui grève le pouvoir d'achat, quand même. Mais tout à fait. Mais tout le monde ne paye pas l'impôt d'abord sur une ville, et c'est souvent les plus favorisés qui le payent. En tout cas, ce qui est important, c'est, et je rejoins un peu ce que disait M. d'Aragon, c'est aussi aller chercher les subventions, aller chercher les fonds européens. Et là, on peut compter sur Michel Rivasi, qui nous aidera sur ce travail, puisqu'elle a déjà facilité les choses. On va juste préciser Michel Rivasi, députée européenne. Députée européenne, deuxième place effectivement sur ma liste. Et elle nous a facilité les choses en simplifiant, en ramenant les fonds sur la région, par exemple. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller récupérer des fonds. Récupérer les fonds d'État, récupérer les fonds auprès des conseils généraux, auprès des conseils régionaux. C'est aussi travailler, ce que je disais tout à l'heure, sur justement la reprise par la ville de certains services. Donc il y a des sources d'économie importantes. Mais le Deus ex machina qui va nous faire tomber les impôts comme ça, moi je n'y crois pas. Il faut gérer une ville de façon intelligente, et je pense qu'à l'heure actuelle, on a essayé de gérer au mieux, le plus parfaitement possible sur cette mandature. On va poursuivre, mais sans augmentation. On termine ce tour de table avec vous, Alain Maurice. Nicolas d'Aragon disait il y a un instant que vous aviez promis de ne pas augmenter les impôts. Ça a été fait. Votre réaction par rapport à cette remarque? En 2010, augmenter les impôts, comme toutes les collectivités sur ce mandat, après la réforme de Nicolas Sarkozy sur la taxe professionnelle. Mais depuis 2010, les taux n'ont pas augmenté, et même le taux de la taxe d'habitation a baissé en 2013. Alors moi je suis heureux de voir et de lire dans les programmes que c'est grâce finalement à cette agglomération, donc tout le monde est contre dans la parole, mais que l'on s'aperçoit qu'on va pouvoir mutualiser les moyens et on va pouvoir agir sur la stabilité de la fiscalité. Et c'est normal, puisqu'on l'a déjà fait, puisque les gros équipements de l'agglomération ont été transférés, les équipements culturels, les équipements comme la station d'épuration. Et donc, c'est normal, avec une ligne de fiscalité pour l'agglo à 8,58%. C'est normal que ces charges de centralité soient supportées aujourd'hui par l'ensemble des contribuables de l'agglomération. Avec une fiscalité Et je dois nouvelle. rappeler que le taux moyen pour les villes de plus de 50 000 habitants de la taxe d'habitation est à 19,87. Aujourd'hui, à Valence, il est 17,20. Donc on n'est pas dans les proportions que l'on veut nous dire.
le développement des services publics a été fait. Et quand j'entends Nicolas Daragon dire qu'il va faire des tranches, des coupes sombres dans le personnel, je voudrais bien le savoir sur quoi, puisqu'il a annoncé le doublement des effectifs de la police, il a annoncé plus on va en parler dans un instant. Le chapitre sécurité qui est un chapitre que je voulais aborder dans cette émission. Que l'on a recruté, nous, c'est effectivement pour doubler les effectifs de sécurité, de propreté, pour les écoles, pour les crèches. Donc on ne peut pas dire tout et son contraire. La voie est libre, le débat des municipales sur Valence. Il est midi passé d'une quarantaine de secondes. Le journal, le flash de midi est présenté par Fabrice Cagnin. Fabrice, bonjour. Au menu, bien sûr, ça bouchonne dans la région. Oui, bonjour Olivier, c'était attendu, les bouchons sont bien là, c'est une journée noire dans le sens des départs vers les Alpes. Il y a en ce moment, écoutez bien, 16 km de bouchons entre Saint-Priest-Manissieux dans le Rhône et Saint-Quentin-Falavier dans le Nord-Isère et une cinquantaine de kilomètres de circulation en accordéon entre Saint-Quentin et Dulin. Le temps de parcours entre Lyon et Chambéry est de 2h40 au lieu de 50 minutes. Ça risque de se compliquer encore un peu plus dans les prochaines heures. Mieux vaut partir si possible après 19h ou encore mieux demain. La circulation est en revanche beaucoup plus fluide si vous prenez la direction des montagnes ardéchoises. Attention tout de même à ne pas vous laisser griser par la vitesse. Pensez à lever le pied. Les premiers radars tronçons ont fait leur apparition sur le département. Le premier vient d'être mis en place entre Gros-Pierre et Ruons. Bérangère Bourgeot et Nicolas Ferraud nous le présentent. Cela ressemble à un radar et c'est un radar. Et pas la peine de piler en le franchissant, il s'agit d'un radar tronçon. Le mode d'emploi est simple. Dans le sens nord-sud, tous les véhicules, même les motos, sont photographiés en le franchissant. Et 2 km plus loin, des pylônes similaires reprennent une photo. Le calcul temps-distance est fait. Et si vous avez roulé trop vite, contravention assurée. Sur cette portion de route, il y a eu 3 accidents mortels. L'avantage du radar tronçon, c'est qu'il prend sur des zones sinueuses que le radar fixe ne peut pas prendre. C'est sur une ligne droite à un moment donné. Et là, c'est quand même des vitesses importantes sur une section. Donc il fallait faire ralentir, et notamment au droit des virages. 2 autres radars tronçons seront prochainement mis en service sur la commune de Lamastre et sur la nationale 102 à Saint-Jean-de-Santonier. Et c'est le 3e radar tronçon installé sur les routes rhône-alpines. Du monde sur les routes, mais aussi dans les gares, qui doivent accueillir près de 50 000 voyageurs d'ici demain. Ça risque donc de se compliquer, car il y a en ce moment une grève des cheminots. La direction de la SNCF annonce un trafic normal pour les TGV. En revanche, seulement 8 TER sur 10 devraient pouvoir circuler. Des cartes de remplacement seront mises en place. Vous trouverez plus d'informations en composant Allo TER ou sur le site ter-sncf.com. Une ado en route pour le djihad a été interceptée hier à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. La jeune fille de 14 ans avait pris donc la fugue. Elle voulait partir pour la Turquie. Elle est scolarisée à Pont-de-Claix, près de Grenoble. Ses parents avaient signalé sa radicalisation religieuse. La tentation du djihad prend de l'ampleur en France. Au moins 700 personnes et au moins 40 seraient déjà actuellement en Syrie. Il y avait du football hier avec de la Ligue 1 et l'ETG qui renoue enfin avec la victoire. Evian Thonon-Gaillard a battu 2-0 l'équipe de Nantes au parc d'Annecy après un premier but signé Barbosa à l'heure de jeu sur une longue ouverture de Sorlin. Les Hauts-Savoyards vont définitivement se mettre à l'abri sur un coup franc de Was. Riou est battu. L'ETG met fin à une série de 10 matchs sans victoire en championnat. Ce succès lui donne 5 points d'avance sur Valenciennes, premier relégable, qui joue demain à Reims. L'OL joue également demain en recevant Montpellier à 17h. Et puis cet après-midi, n'oublions pas Saint-Etienne qui affrontera Monaco. Coup d'envoi à 17h à Geoffroy Guichard. Un résumé de cette rencontre vous sera bien entendu proposé ce soir à 19h. Voilà Olivier, c'est tout pour ce midi. Retour à ce débat passionnant qui réunit 4 candidats au municipal de Valence, pour les élections municipales de Valence. Eh bien, c'est parfait, Fabrice, j'ai pu lancer la deuxième partie du débat, c'est absolument génial. On va parler maintenant de sécurité, un domaine que vous avez abordé tout à l'heure, Richard Fritz, mais je vais d'abord poser la question à Patrick Royanier. C'est un domaine sur lequel vous partagez pas les options de la municipalité sortante, c'est celui de la vidéoprotection. Vous réclamez, vous, plus de moyens humains pour ce que vous appelez la tranquillité publique. Oui, alors je vais me permettre de vous corriger. Nous, on ne parle pas de vidéoprotection, on parle de vidéosurveillance. Parce que la caméra, c'est un cyclope sans bras. Rien ne vaut la présence du policier, de l'éducateur, du concierge,
du Donc vous êtes médiateur. favorable à une augmentation du nombre de policiers municipaux ? Tout à fait. On est favorable à une présence de terrain. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une étude qui a été faite par la Chambre régionale des comptes entre deux villes, entre Lyon, que vous connaissez bien, et Villeurbanne. Lyon a choisi d'implanter des caméras, Villeurbanne, au contraire, a choisi la proximité. Bien, que constate-t-on ? Chambre régionale des comptes, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens sérieux. Ils disent, d'abord, là où on a mis des caméras, il y a pratiquement peu d'influence par rapport à la diminution de la délinquance. En revanche, quand on fait l'analyse entre les deux villes, entre Lyon et Villeurbanne, on s'aperçoit que c'est à Villeurbanne où on a choisi la proximité que la délinquance a le plus baissé. Donc, faites l'analyse. Moi, je pense qu'il est important. Je ne suis pas contre la vidéosurveillance. Ce que je veux, c'est un moratoire de cette vidéosurveillance. Et plus d'éducateurs, plus de policiers municipaux sur le terrain. Plus de policiers, plus de proximité. Il y a justement une grosse ambiguïté. Et justement, nous, notre projet, c'est de faire... Je suis pour cette vidéoprotection qui a été mise en place par M. Maurice. Sauf que, justement, c'est de la vidéoprotection. Ce n'est pas de la vidéosurveillance. Et la proximité de la police municipale... c'est une vision un peu étroite, parce que la proximité, elle peut se faire à distance. Ça paraît ambigu, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, des caméras si mobiles... vous faites bastonner devant une caméra, eh bien je regrette, la caméra ne vous aidera à rien. Une caméra mobile, c'est une capacité de flagrant délit. Or, vous savez bien que le problème aujourd'hui des délinquants, c'est que la police municipale et la police nationale sont très efficaces, mais je peux vous dire que, je peux les appeler comme ça parce que je les adore, les flics, ils en ont marre. Ils en ont marre que derrière, ce soit la justice qui ne suive pas. Ils arrêtent les gens, 2 heures après, ils sont libres. Juste éclairer ma lanterne, vous parlez de caméra mobile, et je sais que c'est dans vos... C'est quoi en fait une caméra mobile ? Vous une savez, caméra portée par chaque policier municipal ? Il y a plusieurs possibilités. Elles peuvent être sur véhicule, bien sûr. Elles peuvent être aussi téléguidées. Ça s'appelle des drones. Et... Il y a des communes qui, d'ores et déjà, ont mis ça en expérimentation. C'est le cas de Marseille. Alors, je suis très conscient que... je ne rêve pas là-dessus. Je suis très conscient qu'il va falloir qu'il y ait une évolution de la loi, parce que la loi est assez faible dans ce domaine. Mais il y a d'abord... C'est une technologie qui avance très très vite, dont les coûts baissent. Ça n'a rien à voir avec le doublement des effectifs de police municipale qui va faire augmenter les impôts. Alors sur la question de la sécurité aussi, vous entendez là notamment dans votre ex-majorité, en tout cas pour l'instant, même si on sait très bien a priori que vous allez vous entendre entre deux tours. Voilà, en tout cas, voilà, votre majorité, sur la question donc de l'augmentation des effectifs de la police municipale, vous partagez cette opinion. Vous voulez aussi vous-même augmenter le nombre de caméras aujourd'hui qui sont en service à Valence ? C'est ce qu'on a fait au début de notre mandat, puisqu'on a doublé les effectifs de sécurité. La sécurité, elle n'est ni de droite ni de gauche. C'est la première des libertés et je crois qu'aujourd'hui, c'est la préoccupation de tous les maires, quelle que soit leur sensibilité. Et donc, moi, dès le départ, j'avais affiché cette volonté de ne pas déléguer ce domaine qui est important pour le maire, puisqu'il est en pleine responsabilité. Et nous avons augmenté les effectifs de police, mais nous avons 15 opérateurs vidéoprotection aujourd'hui que l'on a recrutés. Et donc, nous avons augmenter les effectifs déjà avec une brigade équestre, une brigade de nuit jusqu'à 2h du matin. Et aujourd'hui, la proposition, c'est d'aller sur une brigade canine, une police aussi de l'environnement. Les chevaux, les chiens. Oui, exactement, oui, parce que ce sont des outils qui sont complémentaires. Et puis, il faut rappeler que entre 2008 et 2012, c'est près de 7 à 10 000 policiers qui ont été supprimés au niveau national. Et donc, aujourd'hui, les effectifs de police, les villes ont dû aller au-delà de la police nationale. Donc, on a un problème de moyens au niveau national. Encore que depuis que Manuel Valls est ministre de l'Intérieur, nous avons obtenu 2 zones de sécurité prioritaires, des policiers qui sont arrivés au niveau du commissariat de Valence et le directeur général de la police nationale qui était il y a 2 jours à Valence, qui a annoncé encore l'arrivée de 14 autres policiers. Alors, moi, j'aurais bien aimé avoir mon opposition avec moi, parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui a été dit au dernier débat, j'ai la délibération, un arrêté qui montre qu'elle aurait pu siéger au Conseil local de prévention des délinquances. On l'a demandé, vous l'avez refusé. Et si, j'ai une délibération, un arrêté qui a été pris. Moi, je veux bien répondre sur le fond, parce que... On va répondre sur le fond. Je veux vous entendre, M. Daragon. Du reste, il y a un point qui rejoint votre proposition, M. Daragon, c'est la brigade canine.
Moi, elle n'est pas dans mon programme. Monsieur Maurice l'a positionné. Moi, j'ai pas de difficulté vis-à-vis de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de doute pour ceux qui troublent la tranquillité publique à Valence. Ils ne seront plus tranquilles à partir du mois d'avril. Les choses sont claires. Notre souhait, c'est d'amplifier la vidéoprotection pour porter à 150 caméras sur le territoire valentinois. On a installé la vidéoprotection en octobre 2013. Alors qu'il était possible de le faire dès 2008. Trop tardivement, on a laissé des points d'insécurité se fixer dans la ville. Le deuxième point, le seul sujet sur lequel nous voulons recruter, c'est l'amplification des effectifs de police municipale. Les villes de la même strate que Valence ont un policier municipal pour 1000 habitants. À Valence, nous avons 37 effectifs pourvus de policiers municipaux, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain. Alors évidemment, M. Maurice est toujours dans le dénigrement parce que le programme, on a un excellent programme, il vous pose problème, mais on n'a pas besoin de licencier qui que ce soit. D'ailleurs, vous savez très bien. Je crois que vous ne voulez pas me laisser terminer ma phrase. On n'a pas besoin de personnes communales. Est-ce que c'est dans les écoles, dans les crèches? Laissez-moi finir, M. Maurice. Laissez-moi finir. Il y a 45 à 50 départs en retraite par an à la mairie de Valence. Il y a des redéploiements qui sont possibles. Il y a aussi la mutualisation des postes avec l'agglomération qui est possible. Ça veut dire que quand on mutualisera, on libérera des postes qui ne seront plus portés par la ville. Donc, il ne faut pas faire des annonces comme ça que personne ne croit. Nous, on a dit les choses très clairement. On travaillera sur les effectifs municipaux. Et le sujet sur lequel on amplifiera notre action, c'est bien la sécurité avec des gens compétents. Vous avez voulu prendre en direct cette responsabilité. C'est un échec. Nous aurons un adjoint à la sécurité qui est un ancien patron de la police et un collaborateur qui est un ancien colonel de gendarmerie. Aujourd'hui, en place avec le procureur, avec le préfet. J'ai bien compris dans vos propos que les retraités n'avaient pas de place dans les équipes municipales. C'est ce que vous critiquez. Je trouve ça un peu dommage. Je travaille avec les acteurs de la sécurité. Un ancien officier de gendarmerie, c'est très bien pour M. Dragon sur sa liste, ou un colonel de gendarmerie. Mais quand, en me copiant encore, il parle d'améliorer la coordination police nationale, police municipale, il oublie qu'il y a aussi de la gendarmerie à Valence. La gendarmerie ne vient pas en ville. Je suis un peu désolé. Elle vient pas en ville, elle vient dans les quartiers excentrés. Dernier mot, Patrick Royanet, et après j'aborde la conclusion. Oui, nous on a un projet tout simple sur le centre-ville, c'est de mettre un poste de police vers le pôle bus, parce qu'on sait que c'est important d'avoir une vision de proximité. Là encore, les yeux, les bras, la proximité, pour nous, c'est quelque chose d'important. Parce que les délinquants ne se déplacent pas. Avant de vous laisser conclure ce débat, on va de nouveau entendre vous, les citoyens, et particulièrement les citoyens de Valence. Alors, qu'attendez-vous d'un maire? Beaucoup plus de disponibilité, qui soit beaucoup plus disponible pour les citoyens. Que ça ne soit pas un maire virtuel ni théorique, qu'il ne soit pas à l'affût d'un mandat pour sa propre expérience, pour son propre bien-être, disons, mais qu'il soit vraiment impliqué dans la vie des citoyens. Être honnête et nous dire vraiment les choses. Être transparent. Ils ne disent pas qu'ils vont faire et qu'ils ne font pas. Ils tiennent leurs promesses. Ce sera déjà un bon début. Comme tout le monde, quoi. Désolé, ça passe à la télé, mais... Comme tous les élus, moi, c'est ce que je pense, ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça aussi. Donc. Il faut qu'ils puissent montrer l'exemple et qu'ils puissent nous dire où aller et comment y aller, quoi. Et surtout qu'ils nous écoutent un peu plus, peut-être. Alors, vous avez chacun 30 secondes pour conclure, après tirage au sort. Et juste avant cette émission, on va commencer par vous, Patrick Royanet. Oui, merci. Pour moi, un maire, d'abord, c'est le patron d'une équipe. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur un projet. Et ce projet, moi j'ai le sentiment d'avoir une équipe qui est solide, qui m'a aidé à construire quelque chose de solide que nous allons présenter. Et déjà, ça me réconforte. Être maire, c'est être à l'écoute des personnes. C'est-à-dire que le maire, sa première vocation, c'est d'entendre ses citoyens, de renforcer la démocratie participative et d'être là pour aider toute son équipe à travailler et à réfléchir. Être maire, enfin, c'est essayer de travailler au bien-être des personnes, sur l'emploi, sur la qualité. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, avec mon équipe, nous sommes prêts. Alain Maurice. Écoutez, depuis 2008, Valence s'est réveillée, s'est embellie, s'est mise en mouvement. Il faut poursuivre dans cette avancée. Avec l'équipe expérimentée que j'ai l'honneur de conduire sur ce premier tour, eh bien, il ne nous faudra pas un an pour être immédiatement opérationnel. Nous le saurons, il y a des projets en cours que nous poursuivrons et je pense que c'est rassurant pour l'économie locale. Et puis, moi, j'ai envie de dire que tous les matins, dans ce contexte où beaucoup de citoyens, aujourd'hui, doutent des lendemains, moi, je me lève avec cette énergie, cette envie de me battre pour Valence, pour les Valentinois, de faire en sorte de montrer le beau également, et puis de ne rien lâcher face aux difficultés. Voilà pourquoi je crois qu'on a fait beaucoup ensemble, il faut continuer, on aime Valence, et puis le bilan que nous avons est la meilleure des garanties pour nos engagements prochains.
Richard Fritz, votre conclusion? Moi, ce qui me semble flagrant dans ce que disent les Valentinois, là, c'est qu'ils aspirent à beaucoup d'exemplarité. Ce qui ne m'étonne pas, d'ailleurs, parce que l'UMPS, qui est au pouvoir de cette ville depuis 30 ans, ne peut pas dire qu'il donne vraiment l'exemple. Moi, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de transparence. Je constate, par exemple, que les 3 adversaires qui sont face à moi, là, n'osent même pas mettre les logotypes de leur parti politique sur les affiches. Tout petit. On vous laissez la conclusion sur 30 secondes. Je suis le seul qui le dit. Ils ont fait 35-36, Et donc il faut aussi dire clairement les choses. Je suis le seul candidat en lice qui s'engage à ne faire aucun mariage homosexuel. Je le dis très clairement. Et enfin, Nicolas d'Aragon. Écoutez, l'heure n'est plus au bilan, on en est à tracer des perspectives d'avenir qui soient réalistes, raisonnables pour les deniers des contribuables et ambitieuses. Alors, malgré les attaques incessantes, je me suis refusé à verser dans le dénigrement, la rumeur pendant cette campagne, parce que tout simplement, je suis né, j'ai grandi, je vis, je travaille à Valence, et que j'ai établi un véritable lien de proximité avec nos concitoyens, qui nous a permis non seulement de constituer une équipe forte, unie, compétente, et un projet ambitieux et extrêmement sérieux. Je suis fier de ce que nous proposons aujourd'hui aux Valentinois pour une ville plus sûre, une ville plus vivante, une ville apaisée. Un maire incarne et fédère les énergies dans une ville. C'est ce que nous proposons aux Valentinois. Nous leur proposons donc de voter dès le 23 mars pour Génération Valence Demain. Merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat. Merci également à Bérénice Dalmé, Adrien Gros-Radonez et à toute l'équipe. Je ne vais pas tous les citer, ils sont nombreux. Jean-François Lebossé, réalisé La Voix est libre. Vous avez rendez-vous cet après-midi avec les programmes régionaux. 15h20. Émission spéciale présentée par Daniel Despins. Elle est consacrée au bilan des sportifs rhône-alpins présents au JO de Sochi, bilan des médailles et des déconvenus. À 16h25, c'est Chronique d'en haut. Laurent Guillaume vous emmène dans une station de ski accessible à tous. Si, ça existe. Elle se situe dans les montagnes de l'Aubrac, à cheval sur le Cantal, la Lozère et l'Aveyron. Et puis sachez que Valence et la Drôme seront encore à l'honneur sur France 3 demain dimanche à 15h20. Nous diffuserons une autre émission spéciale et indirecte sur les boucles Drôme-Ardèche. C'est du cyclisme, pas de la politique. Voilà, c'est fini pour La Voix est libre. Samedi prochain, changement total de perspective. Je recevrai des maires de petits villages qui vont nous parler de leur engagement. Un débat sur le municipal que vous animerez, que vous pourrez suivre chez nous, bien entendu. Voilà, très bonne journée à vous tous sur France 3.